écoutez, merci à tous. Je sais que ces petits déjeuners sont un peu challenging parce que, un, il y a l'heure et deux, il y a le lieu, en fait. Hein. Donc, il faut trouver la salle et il faut se lever un peu tôt, voilà, et braver un peu les intempéries. Donc, merci à ceux qui sont là, qui sont en fait les plus jeunes d'entre nous. Donc, je vois que vous êtes très motivés. Donc, ça me fait très plaisir de vous accueillir pour ce petit déjeuner. Ce petit déjeuner, on va le consacrer aux problématiques liées à la subvention publique, aux aides publiques de manière générale. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense que la chaire peut-être un jour organisera quelque chose qui ressemble à un événement, un colloque, une journée peut-être, parce qu'il y a une multitude de dimensions qui sont très transversales hein, par rapport aux problématiques de la chaire, elle-même très transversale, puisqu'elle est à la fois intersectorielle et qu'elle rassemble, comme vous le savez, à la fois les régulateurs et les régulés, donc ce qui suppose que nous trouvions effectivement des sujets qui intéressent l'ensemble de nos membres. Donc ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont chacun présenter voilà, un des aspects du sujet. Donc je commence par le premier intervenant, Pierre-Jérémy. Je les laisserai se présenter eux-mêmes, nous présenter, je dirais, le point de vue de l'État qui doit mettre en œuvre. Sébastien Zimmer, auquel je passerai la parole ensuite, qui présentera son expérience à la fois de régulateur et de conseil aux entreprises sur ce sujet. Et puis Jean-Michel Dalle, qui nous parlera plutôt d'innovation, puisque c'est un spécialiste voilà, de ce sujet qui accompagne les startups et qui, dans le cadre de France 2030, c'est ça Jean-Michel, je ne me trompe pas, voilà, a eu la lourde tâche de comparer des projets et de décider de subventionner les uns et de ne pas subventionner les autres. Voilà. Vous rappelez les règles, donc chaque interlocuteur voilà, parle voilà, 15-20 minutes, et puis ensuite, une fois qu'ils ont parlé tous les 3, je redonnerai la parole à la salle pour des questions. Donc Pierre, je te passe directement la parole. Merci beaucoup. Alors, pour me présenter rapidement, un grand merci, c'est toujours un plaisir de parler à la chaire gouvernance. Donc Pierre-Jérémy, j'étais précédemment au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher au ministère de l'Énergie jusqu'à janvier dernier. Et puis avant, je l'avais accompagné au cabinet industrie comme conseiller énergie-industrie lourde, et donc notamment pour préparer France 2030 et puis avant exécuter le plan de relance. Puis avant, j'étais à la DGEC au bureau de marché de l'électricité, ce qui m'a amené du coup à tremper dans des aides d'État un peu sur tous les maillons possibles de la chaîne aide d'État, puisque j'ai eu à la fois à en négocier, à en mettre en œuvre au niveau législatif, à en mettre en œuvre au niveau réglementaire, à récupérer des aides illégales. Ça, étonnamment, c'est assez rare, mais on pourra en parler. Et à vérifier leur exécution a posteriori. Bon, ben, du coup, alors, pour introduire, je pense qu'il est inutile dans une auguste institution comme Paris Dauphine de rappeler la définition d'une aide d'État, parce que je pense que tout le monde a lu le traité. Mais en fait, avant de se poser la question de ce qu'est une subvention, c'est important d'avoir en tête que c'est un objet qui fait partie d'une catégorie d'objets plus vaste. Alors souvent en maths, on fait comme ça, on commence par définir les objets comme étant des cas particuliers d'une classe d'objets plus vaste, et puis les maths, en fait, c'est inventer à chaque fois des classes d'objets plus vastes qui généralisent des raisonnements. Une subvention, en fait, c'est une forme d'instrument de politique publique. Et un instrument de politique publique, on peut définir ça comme étant un objet par lequel la puissance publique crée des effets économiques, c'est-à-dire crée des effets soit de volume, soit de prix sur des marchés. Et les subventions, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, plus précisément les aides d'État, en sont un sous-ensemble qui répond à 4 catégories. Catégories qui sont la sélectivité. Si on aide tout le monde, c'est comme si on aidait personne. Donc voilà, il faut que l'aide soit sélective. Deuxièmement, il faut qu'elle soit octroyée aux moyens de ressources d'État. J'y reviendrai, mais en fait, c'est une frontière qui est probablement la plus difficile à apprécier des 4 éléments de la définition. Il faut qu'elle ait un effet concurrentiel. A priori, ça semble logique. Si on aide quelqu'un et pas d'autre de manière sélective, ben, on va distordre la concurrence entre ces 2 acteurs. Il faut que ça ait un effet sur les échanges intra-européens. Ça, en fait, c'est ce qui justifie que le niveau européen s'y intéresse, puisqu'il est là pour assurer le fonctionnement du marché commun. Et donc, si on commence à le distordre, ben, la Commission est fondée à agir pour protéger le marché commun. Le fait que donc, les instruments de politique publique, on peut se dire que c'est quand même le rôle de la puissance publique de les mettre en œuvre. Ils ont des objectifs de politique publique, ils mettent en place des instruments pour les atteindre.
Et parmi ces instruments, certains sont des subventions. Et quand on est une subvention, on doit être notifié à la Commission. Et c'est là que les ennuis commencent, dans l'expérience d'un État membre. Alors, du coup, le seul fait qu'il existe ce sous-ensemble où il se passe des choses, sinon pénibles, du moins génératrices de travail, conduit nécessairement le fonctionnaire français ou d'ailleurs de n'importe quel autre État membre à essayer de construire ces instruments de politique publique très précisément pour ne pas être une subvention. Et donc il y a, je pense, depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis en tout cas que le rôle de la Commission comme contrôleur des aides d'État s'est largement affirmé, une tendance des États membres à la créativité et en tout cas à essayer de faire de l'ingénierie pour arriver à construire des objets qui ne soient formellement pas des aides d'État, avec un succès variable, puisqu'il y a des cas où on a réussi à obtenir que ça ne soit pas une aide d'État, et des cas où on a essayé de faire autre chose, et où finalement on s'est fait rattraper par la patrouille. Et je reviendrai sur pourquoi on s'est fait rattraper par la patrouille. Alors on peut prendre deux exemples. Donc le premier exemple, en France, c'est les certificats d'économie d'énergie. Ils ne sont pas des aides d'État. On a demandé plusieurs fois à la Commission, elle a refusé de nous l'écrire évidemment, mais à l'oral, elle était prête à nous dire qu'elle ne viendrait pas nous embêter sur cet objet. Donc comment ça marche les certificats d'économie d'énergie? C'est assez simple. C'est assez simple. C'est parfois simple. Donc c'est un mécanisme par lequel, quand je mets en marché un mégawattheure d'énergie pour des clients résidentiels ou tertiaires, à l'ordre 1, dans le secteur bâtiment et transport, je suis redevable de devoir présenter en fin d'année des certificats d'économie d'énergie qui montrent que j'ai financé des actions d'économie d'énergie. Et de l'autre côté, l'autorité publique délivre ces certificats à tous les acteurs économiques qui réalisent un certain nombre d'opérations certifiées qui concourent à l'économie d'énergie. Ce faisant, il y a donc d'une part une obligation, de l'autre une génération de certificats, et à la fin, ça crée un prix du certificat qui rémunère les opérations d'efficacité énergétique. Et comme ça, on arrive à financer par les factures énergétiques indirectement, puisque les fournisseurs répercutent ce coût dans les factures, l'effort d'efficacité énergétique de la société française. La Commission n'a jamais vraiment clarifié pourquoi ce n'était pas une aide d'État, parce qu'au fond, il y a quand même une ressource d'État, puisque c'est l'État qui force les fournisseurs à répondre à cette obligation. Et en second lieu, il y a quand même une forme de sélectivité, puisqu'on finance l'efficacité énergétique et pas autre chose. Si j'étais taquin, je ferais remarquer qu'on est quand même très peu sélectif sur les formes d'efficacité énergétique qu'on rémunère, puisqu'on est très transversal sectoriellement, et que par exemple de la maintenance de vélos a été considérée comme éligible à C2E. Donc ça montre quand même qu'on est très, très souple dans cette lecture de l'efficacité énergétique. Les accompagnateurs Rénov', pour ceux qui ont déjà utilisé MaPrimeRénov', sont payés par des C2E, donc voilà, on est quand même dans un mécanisme très ample. Mais en tout cas, il n'a jamais été qualifié d'aide d'État. Et je pense qu'en fait, la vraie raison pour laquelle la Commission a refusé de le considérer comme tel, c'est qu'il n'a en fait quasiment pas d'effet concurrentiel, puisqu'il pèse à la fin essentiellement sur les consommations des ménages et du secteur tertiaire, et que ce n'est pas un facteur de concurrence à l'ordre 1, ni de distorsion des échanges européens. A l'inverse, un autre mécanisme, et dont la beauté, c'est qu'il fonctionne sur un mécanisme quasi identique, le mécanisme de capacité en électricité, lui a été qualifié d'aide d'État. Alors le mécanisme de capacité, ça fonctionne, là encore je vais te dire c'est simple, en fait ça ne l'est pas. Donc c'est un mécanisme qui oblige les fournisseurs et les très gros consommateurs qui s'alimentent eux-mêmes à acheter des certificats à due concurrence de leur consommation au moment des heures les plus pointues de l'année de consommation électrique. Puis de l'autre côté, on donne aux producteurs qui sont capables d'être disponibles sur ces heures des certificats représentant leur disponibilité. Comme ça, on génère une valeur du certificat qui représente la valeur de la présence au moment des pointes par une centrale électrique, indépendamment du fait qu'elle soit appelée ou non, et qui donc rémunère la sécurité d'approvisionnement assurée par le fait d'avoir un volume suffisant de centrales présent au moment des pointes. Là, la Commission a considéré que c'était un mécanisme qui avait une qualification d'aide d'État, et on a beaucoup essayé de la convaincre que non, que c'était en fait une propriété saine et intégrée au fonctionnement du marché. D'ailleurs, il y a une dense littérature économique qui va dans ce sens. D'ailleurs, d'autres États membres commencent à s'intéresser à ce type de mécanisme parce qu'ils ont maintenant les problèmes de sécurité d'approvisionnement que nous avions anticipés pour la France il y a 10 ans, y compris l'Allemagne. Donc le vent est en train de tourner sur ce type de mécanisme. Mais malgré tout, maintenant qu'il y a une décision de la Commission au titre des aides d'État, ils sont devenus des aides d'État. C'est d'ailleurs même maintenant marqué dans le droit sectoriel et j'y reviendrai. Et donc, suite à ça, un mécanisme qui aurait dû prendre 2 ans à être mis en œuvre, on a en fait pris 10, puisque le temps de valider la décision avec la Commission, ce qui a pris 3 ans, puis de prendre l'ensemble des textes d'application. On a fini de le déployer qu'en 2018, alors que le début du design a commencé vers 2008-2009 dans le rapport Poignant-Sido.
Alors, voilà. Donc en fait, on a ce problème qui est d'essayer d'éviter au regard scrutateur de la Commission européenne et de pouvoir un peu faire nos politiques publiques tranquilles. Et ça amène à une question qui est, mais au fond, pourquoi est-ce que les aides d'État sont un levier d'action de la Commission? Alors je l'ai dit, c'est parce qu'on veut intégrer le marché européen, et c'est ça le cœur du raisonnement. Et effectivement, dans la logique de la construction européenne, on peut considérer que des gros États membres qui ont des budgets importants, ou en tout cas des marges de manœuvre budgétaires importantes, ce qui est une chose différente d'avoir un budget important, sont plus aptes à soutenir leur économie et leurs acteurs économiques que de petits États membres, et donc pourraient être tentés de distordre le fonctionnement équilibré et concurrentiel du marché intérieur. Et c'est pour cette raison que le contrôle des aides d'État a toujours été plutôt défendu par les petits États membres, et que de l'autre côté, les plus gros utilisateurs d'aides d'État sont plutôt les gros États membres. La France et l'Allemagne sont de très loin, sont à peu près à parité en volume d'aides d'État dans leur économie en pourcentage de PIB, et excèdent de très loin en pourcentage de PIB ce que font les autres États membres. Donc en fait, c'est vraiment une des boucles de sécurité du fonctionnement du marché intérieur pour éviter que le couple franco-allemand excède son rôle dynamique au sein du fonctionnement européen. Alors, on peut néanmoins se faire la remarque qu'il y a beaucoup de marchés intégrés avec un gouvernement fédéral au-dessus qui se posent le même genre de questions d'équité concurrentielle entre États fédérés, qui d'ailleurs pour certains se le posent depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui n'ont pas du tout abouti à la conclusion qu'il fallait que le gouvernement fédéral ait un contrôle a priori des aides d'État et qu'on pouvait en fait se satisfaire d'un contrôle a posteriori. Alors que ce soit la Suisse ou l'Inde sont des bons exemples d'États respectivement confédéraux et fédéraux qui n'ont pas du tout de contrôle aide d'État. Les États-Unis sont probablement celui qui est le plus intéressant, puisqu'il y a une dense jurisprudence de la Cour suprême sur des questions justement de contrôle des interventions des États fédérés dans l'économie et dans les échanges au niveau inter-État. Comme vous le savez, la politique du commerce entre États fédérés est une des compétences énumérées du Congrès dans la Constitution, et ça c'est depuis le début de la Constitution. Et sur la base de cette compétence du Congrès, la Cour suprême a graduellement construit une doctrine qui s'appelle la doctrine de la clause de commerce dormante, Dormant Commerce Clause, qui dit qu'en gros, un État fédéré, donc le Texas ou la Californie, n'a pas le droit d'intervenir économiquement d'une manière qui distord les échanges entre États membres de l'Union. Mais ça, c'est un contrôle qui se fait a posteriori, et où si par exemple le Texas ou la Californie faisaient une aide à ces entreprises qui avaient un effet destructeur sur les économies des États voisins, les États voisins pourraient attaquer ce dispositif devant la Cour suprême, enfin devant les juridictions fédérales, et in fine, on obtiendrait la cassation, mais c'est seulement a posteriori. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est différent d'une autre, puisqu'il n'y a pas de procédure de notification et d'accord préalable du niveau fédéral. Et d'ailleurs, on peut constater que sur un plan très politique, un tel contrôle a priori serait absolument impensable aux États-Unis, bien qu'il soit un marché beaucoup plus intégré et avec une acceptation du gouvernement fédéral probablement un peu plus grande qu'elle n'existe en Europe. Enfin, c'est quelque chose qui est assez étonnant en fait. En Europe, on est accepté d'avoir ce contrôle collectif, et probablement parce que c'était effectivement un des nœuds de parvenir à un accord entre des petits et des gros États. Je finis cette parenthèse sur les États-Unis parce qu'elle est importante, sur le fait qu'il y a une exception à la clause de commerce dormante, qui est la clause pour participation au marché, qui est l'exception pour participation au marché. Et donc il y a une série de jurisprudences de la Cour suprême des années 60-70 qui explique que lorsqu'un État fédéré intervient dans un marché en tant que participant, c'est-à-dire vraiment quand il intervient au titre d'une activité économique qu'il exerce en son nom propre, alors il a le droit d'intervenir d'une manière sélective et distortive des échanges entre États. Et donc il y a un arrêt dont le nom m'échappe, mais que je pourrais vous retrouver après, qui est un arrêt qui porte sur une situation où le Dakota du Sud exploitait une cimenterie, et où il avait réservé l'accès à cette cimenterie à des acteurs du BTP du Dakota du Sud et pas des États voisins, à un prix préférentiel. Donc c'est clairement une distorsion évidente des échanges. Et la Cour suprême a dit qu'il avait parfaitement le droit, puisqu'il avait acheté cette cimenterie avec l'argent des contribuables du Dakota du Sud, et donc qu'il avait le droit de leur réserver l'accès à ce très bel outil industriel. Donc ça, pour ceux qui s'intéressent au nucléaire en France, ça évoque des parallèles vibrants. Voilà. Donc on aimerait travailler dans le BTP dans le Dakota du Sud parfois. Donc la Commission, elle a cette compétence. Alors,
elle a cette compétence. Et le problème, c'est que, donc, je disais, donc, les États membres essayent d'échapper à ça. De l'autre côté, le problème, c'est que la Commission n'a que cette compétence. Comme elle n'a que cette compétence, ou quasiment que celle-là, on peut dire que la Commission elle a deux compétences. Elle a l'antitrust et le commerce extérieur et les aides d'État. Ça fait 3. Mais les aides d'État, c'est la seule qui lui permet d'avoir prise sur les politiques publiques des États. Donc c'est le seul instrument qu'elle a, ou en tout cas le seul instrument où elle a une prise directe et un vrai pouvoir exécutif, peut-on dire, qui lui permet d'agir sur des politiques publiques conduites au sein de l'Union. Et le fait de n'avoir que cet outil l'amène forcément à essayer d'utiliser l'outil des aides d'État pour faire du droit sectoriel. Et dans le secteur de l'énergie, c'est particulièrement marquant, puisque de manière régulière, la Commission utilise sa compétence de contrôle des aides d'État pour en fait amener des choix de politique publique ou un contrôle sur des politiques publiques qui soit concourent à leur harmonisation entre États membres, soit les orientent vers un policy design ou une organisation du marché qui est jugée pertinent par la Commission. Alors, en gros, quand on a que un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Alors, ça marche bien quand effectivement le problème est à peu près un clou. Donc, par exemple, quand il faut enfoncer une vis dans un mur, vous allez y arriver avec le marteau. Bon, parfois, quand il faut battre des œufs ou arroser des plantes, ça marche moins bien, quoi. Donc le bon exemple de ça, c'est effectivement le mécanisme de capacité. La Commission voulait avoir parce qu'en fait, bon, est-ce que le mécanisme de capacité est ou pas une aide d'État? Là, je pense que vraiment, on pourrait y passer des heures. La Commission voulait en tout cas contrôler ce type d'instrument. Elle voulait regarder la manière dont la France assurait la sécurité d'approvisionnement chez elle, et en particulier n'outrepassait pas certaines limites à la fois en termes d'effets redistributifs entre consommateurs et le producteur au singulier, garant de la sécurité d'approvisionnement. Elle voulait s'assurer qu'on maintenait des incitations à la performance de part et d'autre dans le marché électrique. Et elle voulait s'assurer qu'on n'avait pas d'effet distortif sur la formation du prix de l'énergie, puisque lui, il est très couplé avec nos voisins. Et donc, pour cet ensemble de raisons, elle est venue le regarder, mais c'était pour des raisons de contrôle des politiques publiques de l'énergie. D'ailleurs, une fois qu'elle a eu fait sa décision sur le mécanisme de capacité français, puis sur d'autres mécanismes comparables, la DGNR s'est appuyée sur cette pratique décisionnelle, cette série de 4 décisions, pour ensuite la transposer dans le droit sectoriel, et donc en fait copier-coller des critères de design qui avaient été mis dans des décisions aides d'État dans le droit sectoriel, et notamment dans le règlement 2019-943 du paquet énergie propre, dans lequel il y a toute une série d'articles qui en fait cadrent la création de mécanismes de capacité, mais les cadrent d'une manière qui est en fait un calque des décisions aides d'État. Et donc on voit de plus en plus, depuis quelques années, un va-et-vient entre la construction de motifs communs de policy design jugés désirables par la Commission au titre de l'intégration du marché intérieur dans une série de décisions aides d'État, puis ensuite une codification de cette pratique décisionnelle dans le droit sectoriel. Le côté très pratique étant qu'une fois que c'est dans le droit sectoriel, la Commission peut ensuite dire, lorsqu'elle saisit une aide d'État, qu'une aide d'État qui n'est pas compatible avec le droit sectoriel, elle est incompatible a priori au traité, et donc ça va très vite pour l'analyse. Donc en fait, elle se facilite en même temps le travail au titre des aides d'État futures, et donc ce va-et-vient, elle aussi l'aide. Mais donc quelque part, la réflexion économique sur les aides d'État sert de fil conducteur et de travail préparatoire, souvent, à la construction du droit sectoriel. Alors, je disais, l'autre levier d'action de la Commission, c'est le droit de la concurrence. Alors, il existe aussi des cas où la Commission a le choix entre utiliser l'article 102 et utiliser l'article 108. Un bon exemple, c'est les tarifs réglementés en France. Donc, je pense que ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de droit de l'énergie ont lu la décision SA 21-918 du 12 juin 2012, qui est probablement la décision aide d'État de la Commission la plus importante en droit de l'énergie en France, puisque c'est celle qui a créé l'AREN. Et c'est celle qui a créé en fait, le système de tarifs réglementés actuel en France. Et quand la Commission a été saisie du dossier, le problème c'était quand même que les industriels français avaient des tarifs qui étaient jugés trop bas par rapport à ceux de nos voisins. Donc c'était quand même plutôt un problème C'était certes un problème d'aide d'État, mais c'était aussi un problème qui pouvait être lu au crible de l'antitrust, ou plus précisément de la protection contre les pratiques anticoncurrentielles, parce qu'il s'agissait d'un opérateur en position dominante à l'amont, qui utilisait les coûts très compétitifs de son outil à l'amont pour barrer l'accès au marché aval à des concurrents. Donc on aurait aussi pu prendre le problème sous un angle article 102, avec potentiellement un débat de est-ce que c'était du ciseau tarifaire ou de la facilité essentielle.
plutôt du ciseau tarifaire. Et la Commission a choisi en fait de prendre le problème sous une logique aide d'État, pas sous une logique de droit de la concurrence, sans jamais d'ailleurs vraiment expliquer pourquoi dans la décision. Ce choix n'est pas expliqué dans aucun des documents sur cette procédure. Et il y a probablement une double réponse. La première, c'est que le droit des aides d'État, c'est un droit mou, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de règles très très strictes et qu'en fait, c'est des choses qui sont quand même très négociées, qu'il n'y avait pas une pratique décisionnelle très touffue sur les tarifs réglementés et sur ce type d'aide d'État. Donc quelque part, ça laissait à la Commission beaucoup de marge de manœuvre pour négocier avec les autorités françaises. Alors que si elle avait pris le problème comme un ciseau tarifaire, on rentrait très vite dans un chemin irréversible, à la fois sur le niveau souhaité de l'accès au nucléaire, sur l'encadrement concurrentiel d'EDF, etc., qui devenait très vite très difficile à faire passer politiquement. Puis l'autre raison, c'est le coût politique d'ouvrir une enquête au titre du droit de la concurrence contre un acteur public emblématique, création de 1946 et tout ça. Et donc tout ça a fait que la Commission est passée par la logique aide d'État pour imposer le fonctionnement qui lui paraissait pertinent pour le marché français, et d'ailleurs le faire d'une manière très négociée avec les autorités françaises, puisqu'à la fin, le cadre qui est dans la décision de 2012, il est en fait une version plus précise des échanges de courrier entre François Fillon et Neelie Kroes de 2009. Donc en fait, pendant 3 ans, il y a eu un travail de rédaction fine, mais l'essentiel des points d'accord avaient déjà été trouvés 3 ans plus tôt à un niveau politique. Pour conclure, donc ça c'est en fait tous les problèmes qu'on peut avoir quand on s'occupe d'une subvention avec la Commission. Donc on essaye de ne pas faire une aide d'État. La Commission de son côté essaye de faire du droit sectoriel en utilisant les aides d'État. La Commission parfois essaye de ne pas faire du droit de la concurrence en faisant des aides d'État. Et une fois qu'on s'est dit ça, donc on fait des subventions ou des aides d'État au niveau des États membres. Mais de ma perception et de mon expérience, le vrai problème c'est l'aide d'État et après. Le droit européen, donc le traité et les lignes directrices de la Commission imposent un monitoring pendant leur exécution et ex post des effets des aides d'État, des montants décaissés et de la tangibilité de leurs effets économiques. Et quand on est en bureau à la DGEC, une fois par an, on reçoit un mail comminatoire de la Commission qui vous rappelle que vous n'avez pas rempli la base de données qui va bien et que c'est très grave et que la France est en infraction, et on finit par le faire de mauvaise grâce le lendemain de la deadline. Et c'est un peu un problème parce que assurer un contrôle de ce qu'on fait, c'est quand même la meilleure manière de le faire correctement. Et je pense que c'est une vraie lacune. En France, il y a une partie du regard qui est fait par la Cour des comptes, Cour des comptes qui a par ailleurs un miroir au niveau européen. Mais il me semble que c'est probablement un des angles d'amélioration du cadre, qui serait que la Commission ait moins un regard a priori, enfin qu'en tout cas le regard a priori de la Commission s'équilibre davantage avec le contrôle en cours d'exécution des effets des aides d'État et la documentation de leurs effets économiques, pour justement, sur la base du contrôle des effets et pas du contrôle a priori, construire sa pratique décisionnelle et enrichir sa réflexion sur les meilleures approches de design et de policy design. Et qu'en fait, si la Commission concentrait davantage son regard justement sur cet exercice de monitoring, on pourrait construire graduellement une pratique non pas une pratique décisionnelle sur les décisions a priori, mais une pratique applicative qui aurait beaucoup de valeur pour les États membres dans la construction de politiques publiques harmonisées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine, merci Pierre. Alors, donc pour ma part, donc je vais tâcher de poursuivre cette première partie très, très brillante de l'intervention de Pierre sur des aspects un peu différents et complémentaires. Donc juste pour dire quelques mots du contexte de mon intervention. Donc moi je suis consultant au cabinet Emerton. J'ai travaillé effectivement avec Christine à la Creux pendant quelques années, et je viens du domaine de l'énergie. Donc j'ai travaillé beaucoup dans le gaz, le GNL et toutes les infrastructures d'énergie dont la plupart sont régulées. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler des subventions, de leur efficacité ou pas, de la façon dont elles sont utilisées par certains acteurs économiques, tout en allant probablement au-delà des subventions pour, en fin d'intervention, me diriger vers des sujets, Pierre l'a évoqué, plus de market design et de la façon dont des subventions peuvent s'intégrer plus ou moins efficacement dans des sujets plus globaux d'organisation de marché, parce qu'à mon sens, les deux aspects de financement du public vers le privé et la façon dont le public, qu'il s'agisse du niveau national ou du niveau européen, structure et organise l'économie, en tout cas le secteur de l'énergie pour ce que je connais le mieux, sont extrêmement imbriquées et importantes l'une par rapport à l'autre. Donc si j'en viens à des sujets aux subventions,
ce qu'on peut dire et ce que j'ai pu voir au travers de mon expérience, c'est qu'il y a souvent des subventions qui sont utilisées par les acteurs pour initier des filières. Je vais prendre un exemple concret qui date d'il y a quelques années sur un marché assez embryonnaire et assez peu connu, encore aujourd'hui, même si ce marché se développe. C'est le marché du GNL, dit small scale, donc en français, du GNL à petite échelle. Donc GNL, c'est quoi? Alors tout le monde connaît, je pense, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est du gaz naturel liquéfié et qui peut servir, alors qui sert à alimenter une partie du réseau gazier en gaz, une fois regazéifié, et qui sert aussi en tant que carburant routier. C'est-à-dire que le GNL, c'est du gaz qui est liquéfié à moins 160 degrés environ, c'est du carburant qui peut remplacer du diesel, tout simplement, dans des camions. Ce GNL, il a quand même un mérite, c'est qu'il est plus décarboné. Alors, il n'est pas totalement décarboné, mais il est moins carboné, en tout cas, que le diesel. Donc, il contribue marginalement à décarboner le secteur du transport routier en France et en Europe. Donc, comment ça marche pour que ce marché se développe? Il faut des camions qui fonctionnent au GNL, il faut des stations de distribution, et une station de distribution ne suffit pas, il faut un réseau, évidemment, de stations de distribution qui soit suffisamment maillé en France et en Europe pour que les transporteurs routiers puissent s'appuyer sur une infrastructure suffisamment maillée pour pouvoir investir dans des flottes de camions GNL. Donc on voit bien que pour créer une telle filière, il est quasiment impossible de faire démarrer une telle filière sans aide appuyée, sans aide extrêmement forte et claire des pouvoirs publics nationaux et ou européens. Donc il y a eu il y a à peu près une dizaine d'années, mes références ne sont pas aussi précises que celles de Pierre, vous m'en excuserez, il y a eu tout un pan de la politique européenne qui a structuré un certain nombre de subventions accessibles pour les porteurs de projets qui s'impliqueraient dans des investissements d'installation de stations de distribution de GNL pour ces camions. Et donc, il a fallu, les acteurs sont rentrés en concurrence les uns avec les autres pour présenter des dossiers et pouvoir postuler à ceux qui auraient, je dirais, le meilleur, qui contribueraient de façon la plus efficace économiquement possible au développement et à l'initiation d'un tel réseau de distribution maillé. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a permis l'attribution et l'initiation de ce nouveau marché. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que 10-15 ans après, ce marché continue à se développer. Alors, il n'est pas très connu du grand public, mais il continue à se développer sans subvention directe, en tout cas, de l'Union européenne, qu'elle soit nationale ou européenne. Donc, les acteurs, aujourd'hui, ont trouvé un modèle économique qui fonctionne à peu près, mais qui ne fonctionne pas complètement tout seul. C'est là où j'en viens aux autres types de subventions qu'évoquait Pierre. Pierre a cité les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais il existe d'autres types de subventions qui ressemblent de près aux C2E dans leur logique. On peut appeler ça mécanisme extra-budgétaire, par exemple, puisqu'il ne se finance pas sur le budget de l'État ou d'une autre entité publique. Il y en a de plus en plus de ce type de mécanisme. On peut citer par exemple la Tirruerte, qui est alors, pardon pour l'acronyme, c'est une obligation française d'incorporation de carburants durables dans les carburants fossiles. Donc ça oblige, pour faire simple, tous les vendeurs de carburants, donc qu'il s'agisse de Total Energy, de Leclerc et j'en passe, à intégrer dans les carburants qu'ils commercialisent une part de carburant, de biocarburant, de carburant durable ou de biocarburant. Le coût de cette intégration, de cette incorporation est laissé à leur charge et ensuite est transmise au consommateur final dans ses achats. Pourquoi je parle de la Tirruerte? Parce que cette obligation, qui s'étend aujourd'hui en particulier à l'électricité lorsqu'elle est utilisée en tant que carburant pour les véhicules électriques ou au GNL, ce qui me permet de reboucler avec mon sujet quand il est consommé par des camions, ou au bio-GNL quand il est issu de biométhane, constitue une incitation très forte pour les acteurs de marché à utiliser du GNL ou du bio-GNL pour alimenter une partie de leur parc de camions. Donc sans qu'il y ait de dépenses de l'État, d'imputation budgétaire en tant que telle, ce type d'obligation
permet, en se finançant sur les consommateurs finaux, in fine, d'accompagner le développement d'une filière sans consacrer de budget direct de l'État ou des pouvoirs publics. Donc ça, je pense que c'est un élément important, puisqu'on voit qu'ici que l'articulation de deux types de subventions et leur chronologie dans le temps permet, dans un premier temps, d'initier le développement d'une filière à partir de rien ou quasiment, puis, dans un second temps, d'en permettre le développement et la croissance, sans forcément avoir d'impact très fort sur les budgets publics. Alors, si je continue sur ce thème-là, ce qu'on voit aussi, c'est que on a ce type d'obligation d'incorporation qui est de plus en plus utilisé. Je peux prendre aussi l'exemple du biométhane. Donc, le biométhane, c'est du méthane, hein, du gaz produit à partir de biomasse en général, qui permet de décarboner progressivement le mix énergétique. Alors, dans un premier temps, quand ce marché s'est développé, il y a eu des tarifs de rachat de biométhane, puisque le coût du biométhane était 4, 5 fois, 6 fois supérieur au prix de marché du gaz. Donc, aucun investisseur n'aurait investi dans de la production de biométhane sans tarif d'achat hors marché, bien supérieur au prix de marché du gaz. Donc l'État, pour encourager le développement de cette filière, l'État français, mais ça a été le cas également en Allemagne très fortement et dans pas mal d'États membres de l'Union, a mis en place des tarifs de rachat. Ces tarifs de rachat ont permis dans un premier temps le développement d'un certain nombre de projets de production. Ce tarif de rachat est financé notamment par la j'ai peur de dire une bêtise à côté de Pierre, donc la CSPE, c'est ça, voilà. Je suis très prudent. Par la CSPE. Donc ce qui ne pèse pas directement sur le budget de l'État, mais ce qui est financé par les consommations d'électricité principalement. Et on voit qu'aujourd'hui, l'État a recours à d'autres instruments qui ressemblent beaucoup à la tirelire dans leur principe, qui sont les certificats de production de biogaz. Donc c'est le même principe, c'est une obligation d'incorporation. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un fournisseur va vendre du gaz à un consommateur résidentiel ou tertiaire, il va avoir l'obligation d'y accoupler, d'y insérer une certaine proportion de biométhane et donc de certificats CPB. Alors, donc tout ça est financé du coup par le secteur privé, sans implication pour l'État. Mais ça développe du coup des marchés de certificats, puisque quand vous êtes soumis à cette l'obligation d'incorporation de certificats de biométhane, vous avez deux choix. Soit vous êtes vous-même, si vous êtes Total Energy ou Engie et que vous vendez du gaz et donc du biométhane à vos clients, soit vous pouvez produire du biométhane vous-même. Si vous êtes très gros comme Total Energy ou Engie, c'est possible, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Soit si vous êtes plus petit, c'est plus compliqué pour vous d'aller investir dans des productions de biométhane, dans des projets à 10, 15, 20 ans. Il faut avoir la visibilité pour ça. Donc vous pouvez ne pas investir, mais plutôt choisir d'acheter à ceux qui produisent du biométhane ces certificats CPB. Donc ça crée un marché des certificats. Ces marchés sont en général très peu liquides, très peu transparents. Les prix de marché sont pas vraiment publics. Il y a un certain nombre d'acteurs très limités qui interviennent, qui tradent sur ces marchés, ce qui peut créer d'autres sujets sans accuser personne, de manipulation de marché, en tout cas de problématiques de transparence du prix de marché, et voire d'accès, voire de liquidité tout simplement, et de possibilité d'intervenir sur ce marché. Et ce qu'on voit, c'est que ça crée clairement énormément de difficultés. C'est-à-dire que c'est à la fois efficace pour développer des filières, mais ça crée énormément de difficultés avec des poches de valeur parfois indues qui se créent sur ce type de marché, et cela en toute opacité. On peut citer aussi l'exemple allemand pour sortir un peu de nos frontières, où on a ce même type de certificat qui s'est développé, qui s'appelle les certificats GHG, et qui vise à décarboner les carburants. Et on voit que sur les certificats GHG, il y a beaucoup de détournements de ces certificats qui ont eu lieu, puisqu'aujourd'hui, l'Allemagne importe énormément d'huile usagée en provenance de Chine pour décarboner ses carburants.
aux grandes dames de l'État allemand aujourd'hui, puisque l'État allemand, finalement, les consommateurs allemands de carburant se voient financer malgré eux des importations d'huiles usagées chinoises dont on maîtrise assez peu l'origine et dont le caractère décarboné est probablement assez discutable. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ces mécanismes extra-budgétaires sont assez puissants dans leur principe puisqu'ils permettent de ne pas mobiliser de budget public, mais ils nécessitent sans doute des contrôles de l'organisation des marchés qu'ils créent, des marchés sous-jacents, qui eux-mêmes créent des problèmes, en tout cas des questions relativement complexes. J'en finirai peut-être sur un dernier point pour élargir encore un peu le champ de notre discussion aujourd'hui sur les subventions, c'est que les subventions à elles seules probablement ne suffisent pas souvent pour développer des marchés ou pour générer de l'efficacité économique. Je prendrai là l'exemple que Pierre connaît également bien. Il s'agit du marché de l'hydrogène. L'hydrogène, donc c'est un vecteur énergétique décarboné, qui rencontre un certain nombre d'avantages, mais qui nécessite, pour se développer, des investissements extrêmement massifs, notamment dans des infrastructures de transport, infrastructures de stockage, infrastructures d'importation d'hydrogène. C'est indubitablement un outil relativement incontournable à moyen et long terme pour décarboner l'économie européenne. Les Allemands, par exemple, sont extrêmement, je dirais, ambitieux et actifs sur le sujet, ainsi que les Néerlandais. La France l'est un peu moins pour différentes raisons. Il se trouve que on parle beaucoup de subventions, de besoins de financement public pour ces grandes infrastructures d'hydrogène. Mais ce qu'on voit, c'est que les investissements et les subventions seules, clairement, ne suffisent pas, puisque derrière, on est sur le sujet du modèle de marché. Sans qu'il y ait de modèle de marché compris, générant de la visibilité pour l'ensemble des acteurs, on aura beau injecter des centaines de millions ou des milliards dans le sujet, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas suffisant. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que le market design de nouveaux marchés qui vont permettre la décarbonation de l'économie nécessite probablement des financements publics dans la création, dans la génération du développement de ces marchés, qui nécessitent des infrastructures pour fonctionner, infrastructures pas forcément diffuses, comme je le citais tout à l'heure avec l'exemple des stations GNL, mais des infrastructures plus centralisées qui permettent, comme ça a été le cas il y a de nombreuses dizaines d'années, des réseaux électriques qui se sont développés, des réseaux gaziers qui se sont développés au travers de la France et de l'Europe plus généralement. Donc aujourd'hui, on est face à un sujet, à mon avis, bien plus profond que simplement l'attribution de subventions, en tout cas pour les infrastructures d'énergie. Pour l'innovation, c'est probablement différent, mais je passerai la parole à mon successeur dans quelques instants. Mais pour les infrastructures d'énergie, je considère aujourd'hui, compte tenu des projets dans lesquels je travaille et de mon expérience, qu'on a un gros sujet de market design, et pas seulement de subventions. Par exemple, quand la Commission européenne définit ce que devrait être le marché de l'hydrogène, comment il devrait être organisé en disant on fait comme le gaz, et tout va fonctionner, on voit bien que ça ne suffit pas, puisque le gaz, c'était un marché préexistant qui s'est construit sur la base d'un monopole, Gaz de France à l'époque, et ses équivalents dans l'ensemble des autres pays européens, où en fait l'activité était en monopole sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Importation, transport, distribution, stockage, fourniture. Donc il était relativement facile pour les États membres de prendre des décisions structurelles qui engageaient l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on a découpé, ça fait une vingtaine d'années qu'on a découpé un peu plus, on a découpé ces activités entre infrastructures régulées et activités concurrentielles, trading, négoce, fourniture. Quand ça a été fait au début des années 2000, il y a l'issue des directives, notamment la directive de 98, c'était pour renforcer la concurrence et renforcer l'efficacité du marché intérieur de l'énergie, du gaz et de l'électricité notamment. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tout ça a plutôt, à mon sens, très bien fonctionné, mais n'est plus forcément adapté aux impératifs du moment, qui ne sont plus la concurrence, mais qui devraient être, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté complètement la concurrence et l'oublier, c'est important, mais qui doivent, à mon avis, davantage s'articuler sur la nécessité de décarbonation de l'économie
et du lancement de nouvelles filières. Et on voit que le lancement de nouvelles filières, dans un contexte où tout est pré-segmenté, pré-découpé, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que ça nécessite d'aligner les intérêts d'acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur et que ces intérêts d'acteurs sont par construction peu ou pas alignés et que, en conséquence, les problèmes générés par ce qu'on appelle en anglais l'unbundling, le découpage des activités sur la chaîne de valeur, posent, à mon sens aujourd'hui, plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions dès lors qu'il s'agit de développement et de la structuration de nouvelles filières. Voilà ce que je peux dire. Je pense que mon temps est écoulé. Je vois Christine qui me regarde de façon un peu insistante. Donc je vais passer la parole à mon successeur. Merci. Merci bien. J'avais besoin d'un micro ce matin. Je m'excuse pour ma voix qui était complètement partie hier. Donc je me suis nourri de pastilles toute la nuit pour essayer ce matin d'avoir une demi-voix que j'espère avoir atteinte. Donc je vais vous parler de choses complémentaires, un peu différentes, puisque moi c'est dans l'univers de l'innovation que j'évolue professionnellement, bien qu'étant fondamentalement académique. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je dirige un incubateur de start-up qui s'appelle Agoranov et qui a eu le plaisir de voir passer 5 licornes, dont une que vous connaissez qui s'appelle Doctolib, puisque c'est une marque B2C, et puis 2 autres qui étaient des pionnières de l'intelligence artificielle en France, Dataiku et Shift, qui a incubé plein d'autres sociétés qui ont fait parler d'elles, puisqu'on en est à 600 start-up innovantes maintenant. Il y a plus de 6 milliards d'euros de fonds privés. J'y reviendrai, levés par les start-up en question. Et puis, du fait de cette implication, j'ai le plaisir d'être membre du comité de surveillance de France 2030. C'est mon 2e mandat. Le premier était sous la présidence de Patricia Barbizet et maintenant sous la présidence d'Éric Lavaille. Et puis, ce qui n'est pas pertinent tellement pour aujourd'hui, je préside aussi un programme national qui s'appelle les pôles universitaires d'innovation. Et je voudrais essayer de mettre 3 coups de projecteur. Un premier qui est en lien avec la problématique des aides d'État sur ces questions de subvention pour l'innovation. Un deuxième qui est en lien avec la problématique des fonds propres, puisque je viens de parler de fonds privés. Et un troisième, donc les 2 premiers étant plutôt orientés start-up, c'est-à-dire avec ma pratique quotidienne. Et le troisième étant plutôt par rapport à des questions d'innovation dirigée, puisqu'aujourd'hui c'est, et j'y reviendrai, une grosse question de politique publique en matière d'innovation, en lien avec les questions, évidemment, de souveraineté. En fait, la question, première chose, pour les startups, la question des aides d'État est un petit problème, puisqu'il y a des régimes d'exemption, le plus, j'hésite sur le qualificatif, le plus pratique à utiliser est un régime qui s'appelle Jeune Pousse, dans lequel, pour une société qui a moins de 5 ans, je ne connais pas tout par cœur, mais jusqu'à 1 million d'euros d'aide, grosso modo, on fait à peu près ce qu'on veut. C'est un régime qui est maintenant de plus en plus utilisé. Et donc, en fait, pour les startups, c'est pas un gros problème. Ce qui était, à un moment, ce qui a failli être un problème, c'est qu'il y a un régime d'exemption par défaut qui s'appelle de minimis, qui n'est pas très élevé pour une start-up innovante. C'est-à-dire qu'en fait, on est heureux qu'il y ait des régimes d'exemption plus pratiques à utiliser que le régime dit de minimis. Donc c'est pas tellement un problème pour les start-up qui peuvent simplement recevoir de temps en temps une notification de leur incubateur préféré, comme quoi 15 ou 20 000 ou 25 000 euros d'argent qu'ils ont reçu en équivalent subvention brute, puisque c'est pas forcément de la subvention. L'aide effective qu'on leur apporte peut être qualifiée de subvention et être comptée comme un équivalent subvention brute pour elle. Donc c'est indolore, largement. C'est pas indolore pour l'incubateur, nécessairement. Pas simplement parce qu'il faut mettre tout le process qui fait ça, ok, on fait, mais parce que le niveau d'atermoiement de l'État face à la mise en œuvre des régimes d'aide d'État est parfois
extrême, j'ai failli dire paroxystique, mais ça aurait peut-être été un petit peu osé à 9h15 le matin. Donc on ne va pas faire ça. Mais quand même, et donc ça peut tétaniser des décisions pendant des durées relativement longues. En fait, il se trouve que dans l'écosystème français, on avait chez Agoranov pris un peu d'avance sur ces questions, notamment sur ces régimes type jeune pousse, parce qu'on avait creusé ce dossier, etc. Et qu'on avait une compétence, pardon de le dire comme ça, qui était plus avancée que celle des administrations qui étaient censées mettre en place un certain nombre de choses. Donc auxquelles on a évidemment informellement prodigué quelques conseils, puisqu'il n'était pas question que nous les prodigassions de manière formelle. Mais n'empêche, et on a vu quand même, alors maintenant la situation enfin est à peu près, la courbe d'apprentissage a été parcourue, et on est dans une situation dans laquelle les différentes administrations et opérateurs concernés ont à peu près compris le régime jeune pousse et sa manipulation. Donc, le principal problème qu'on a eu, c'était pas tellement un problème d'aide d'État stricto sensu, c'était un problème de mobilisation des régimes d'aide d'État par les administrations. Et il faut dire à leur décharge que pour avoir observé dans certains dossiers le comportement de la commission, etc., on comprend que les administrations deviennent paranoïaques. Et on arrive dans des situations qui sont, en termes d'implémentation, très vite délirantes. Nous avons connu une situation chez Agoranov où les auditeurs de nos auditeurs ont été audités, avec un redressement final de l'ordre de 1 350 €, si je me souviens bien, ce qui a quand même été une utilisation assez exceptionnelle de l'argent public par rapport à toutes les couches d'audit et de ce genre de choses. Et on a eu beau le dire beaucoup plus gentiment que je le dis là, parce que dans un premier temps, ça a suscité notre étonnement, ça n'a provoqué aucune réaction. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation complète de ce type de comportement, alors qu'en fait, je voudrais bien savoir si quelqu'un un jour a fait le calcul économique simple, de savoir combien coûte 1 € de subvention attribué réellement à un bénéficiaire, si on prend en compte toute la machinerie qui est mise en place autour de ça. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la mobilisation, donc c'est vraiment des questions d'implémentation, mais avec un rapport très compliqué, avec des missions d'audit de Bruxelles qui sont complètement orientées, etc., on a un système qui est quand même très, très, très compliqué à mettre en place en matière d'implémentation et qui, heureusement, et c'est la conclusion de mon premier point, heureusement ou malheureusement, a un impact quasi nul sur les startups. Heureusement, malheureusement, parce que ça permet à ce système délirant de perdurer. Parce que si jamais il y avait un impact sur les startups, je pense que le niveau de prurite augmenterait et qu'on aurait probablement un rapport de force qui serait différent. Actuellement, c'est les pauvres intermédiaires transparents, pour utiliser une terminologie consacrée dans ce domaine que nous sommes, puisque nous sommes considérés souvent comme des intermédiaires transparents au sens de Bruxelles, et de l'État évidemment, entre les bénéficiaires finaux et ce genre de choses, c'est les intermédiaires transparents qui trinquons, et ça, a priori, tout le monde s'en fiche. Donc ça, c'est sur l'aspect aide d'État à l'innovation, ou ce que j'ai essayé de dire est plutôt un point d'implémentation. Deuxième point que je voudrais faire, c'est dans le domaine des startups, la question des subventions est, et ça peut peut-être vous paraître évident, mais en fait je crains que ça ne le soit pas, indissociable de la question des fonds propres. Une start-up qui se développe, elle se développe parce qu'elle va lever des fonds privés avec une certaine séquence. C'est pas religieux, c'est simplement que l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des sociétés innovantes, pour des raisons d'investissement, ont besoin de recourir à des investisseurs en fonds propres parce que les marchés bancaires et autres ne sont pas adaptés à financer le type d'activité dont elles ont besoin et que si elles n'investissent pas, elles perdent dans des logiques concurrentielles. Donc en fait, pour des raisons qui ne sont pas, comment dirais-je, religieuses à nouveau, toutes les startups quasiment sont amenées à lever des fonds, beaucoup de fonds. Ce qu'on a vu caricaturer avec le mot de licorne
en Europe est en fait intrinsèque, constitutif, inévitable. Bien sûr, ça a pris une proportion plus importante à partir du moment où des acteurs de l'investissement late stage, en particulier SoftBank, ont compris et apporté une innovation financière qui consistait à avoir des investissements sans hésiter d'1,5 milliard d'euros dans une start-up. Donc ça peut nous paraître délirant, mais là pour le coup ça ne l'est absolument pas. SoftBank est un acteur particulier qui spiele beaucoup, comme on dit dans les marchés financiers, donc qui prend des paumes, qui réussit d'autres fois, et donc ça rajoute à la caricature. Mais le fait qu'il y ait une logique d'investissement structurel avec des capitaux privés très importants sur des stades de croissance de start-up dans un contexte économique sur certains secteurs comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est quelque chose de structurel. Et donc ça veut dire que on ne peut pas interpréter l'impact des subventions sans avoir ça. Alors je ne sais pas si c'est de manière contextuelle ou dans les caractéristiques de ces marchés. Je pense que c'est plutôt dans les caractéristiques de ces marchés-là. Bien entendu, sauf des situations d'innovation dirigée sur lesquelles je reviendrai dans mon troisième point, bien entendu, il y a plutôt une concentration des subventions dans les phases amont. C'est pas complètement vrai ce que je suis en train de dire. Si vous prenez le crédit d'impôt-recherche, bien entendu qu'il s'applique dans toute la durée de vie de la société. Mais il y a quand même un effort particulier des subventions qui est plutôt au début de la vie des sociétés, ce qui n'est pas incompatible avec des problématiques d'aide d'État, parce que à ce moment-là, l'inefficience de marché est plus facile à démontrer, je vous en passe des meilleurs. Mais même là, ça veut dire que pour une entreprise, pour une start-up, les fonds levés, c'est la somme des fonds propres et des subventions. Il y en a une partie qui est dilutive, capitalistique, d'un point de vue capitalistique, une partie qui est non dilutive. Alors évidemment, l'entrepreneur, il adore l'argent non dilutif. Logique. Mais est-ce que ça fait vraiment une distorsion par rapport à ça? Je n'ai pas de chiffres à partager avec vous. Peut-être ça a été fait, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Vu l'ampleur des fonds privés qui doivent être levés par les startups qui réussissent, je ne suis pas certain que la quantité de subventions ait vraiment un impact significatif sur le pourcentage de capital qui va rester à la fin au fondateur. J'ai tendance à penser que c'est peut-être une différence temporaire, mais je ne suis pas certain qu'il reste une vraie différence à l'asymptote. En revanche, la quantité de financement disponible en subvention, c'est évidemment quelque chose qui contribue. Je n'avais pas prévu d'utiliser cette expression, mais évidemment, elle m'est venue en écoutant mes deux prédécesseurs. C'est presque une question de market design. En fait, les levées de fonds sur le continent européen, et en mettant un peu de côté l'Angleterre, mais en fait pas tant que ça, mais il faudrait avoir du temps pour expliciter les choses, parce qu'en fait, marché des capitaux à risque anglais est particulier, mais est plutôt européen et pas américain dans ses caractéristiques. On a plutôt des levées de fonds qui sont réduites en montant par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis et même quand on contrôle par un certain nombre de facteurs. Donc le fait qu'il y ait des subventions en plus, ça participe à une sorte de correction sur les montants levés par les startups qui sont susceptibles de lever plus en subventions en Europe, mais elles auraient été susceptibles de lever plus aux États-Unis en fonds privés. Et donc au total, on se retrouve à avoir une forme de correction par rapport à ça, dont la Commission, pour conclure sur ce point, je ne sais pas si c'est qu'elle en a conscience, mais en tout cas, elle est active dans ce domaine, puisqu'il y a notamment un outil qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation, European Innovation Council, qui en fait donne des aides très importantes à des startups early stage, à la fois en subvention et en fonds propres. Puisque aujourd'hui, la plupart des aides d'IC, Accelerator, donc la catégorie la plus significative, sont des aides dans lesquelles il y a une partie de subvention et une partie de fonds propres. Ce qui n'a pas été, mais à nouveau, ça sera prolongé, sans poser des problèmes qui sont partiellement résolus aujourd'hui, puisque l'idée selon laquelle des fonctionnaires de la Commission seraient à la fois dispensateurs de subventions et décisionnaires en matière d'investissement en fonds propres était quand même une difficulté dont la Commission a
à un moment, on pensait qu'elle pouvait s'abstraire, mais les lois de la physique étant ce qu'elles sont, et in fine, il a quand même été nécessaire de se confronter à cette difficulté. Donc, il y a une articulation entre les subventions et les fonds propres, et c'est difficile de penser à la question des subventions sans penser à la question des fonds propres, ou en tout cas sans prendre en compte la question des fonds propres. Je garde ça pour y revenir dans un instant. Bien entendu, aujourd'hui, vous avez des réflexions très importantes en matière de ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Une innovation dirigée, c'est le fait de se dire nous allons réinventer la politique industrielle sous un autre nom, parce que la politique industrielle, ça fait encore un peu peur. Donc on va appeler ça innovation dirigée, mais l'objectif va être le même, on va faire un ordinateur quantique, comme précédemment on a fait Airbus ou un certain nombre de choses. C'est un débat aigu dans le monde entier, au demeurant aujourd'hui, mais particulièrement au niveau européen, puisque c'est des questions qui ont été dont la réactivation a correspondu aux travaux de Mariana Mazzucato, une économiste très connue notamment à Bruxelles, qui a travaillé sur des notions d'état entrepreneurial et ce genre de choses. Et bien évidemment, c'est l'objet d'un débat, notamment par rapport à des questions de choix, puisque la question de screening, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit les trucs qu'on va aider, est une question qui polarise les économistes, voire Daron Acemoglu, pour ne pas le citer, sur le fait que le débat entre Acemoglu et Mazzucato, c'est sur le fait que, non, en fait, la question c'est picking winners. Comment est-ce qu'on peut choisir les gagnants? À quoi ça sert de choisir les gagnants, etc., etc. Il y a tout un débat sur ce genre de questions dans lequel je n'ai pas non plus le plaisir de rentrer, mais dans lequel je suis tout à fait ravi de rentrer s'il y a des questions sur ce sujet-là. Je vais juste faire 2 points et conclure. Premier point, c'est qu'en fait, dans ce domaine-là, on a une question de métrologie. On ne sait pas mesurer. On ne sait absolument pas, en réalité, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On n'a pas, de manière efficace aujourd'hui, on a des modèles mathématiques d'économie qu'on peut trépatouiller pour voir si tel ou tel truc a un impact. Mais par rapport à des données empiriques sur des questions d'innovation dirigée et de souveraineté, on est quand même extrêmement pauvre sur ce qu'on est capable de raconter. Donc je pense que c'est des domaines dans lesquels il faut être quand même assez prudent, parce que je ne suis pas tout à fait certain que la simple manipulation de modèles puisse véritablement orienter valablement tous les choix de politique publique dans ce domaine-là. Et c'est pas du tout prendre parti que de dire ça, c'est juste une grosse précaution, à mon sens, qu'il faut avoir. Ensuite, évidemment, l'outil subvention, c'est un outil tentant pour faire de l'innovation dirigée. Et un outil qui a été exploité ces dernières années s'appelle IPCEI au niveau européen, PIEC dans sa traduction française, si je ne m'abuse pas. Et ne me demandez pas exactement ce que veut dire l'acronyme, parce que je ne suis pas certain que je sois. Voilà, excellent, merci beaucoup. C'est un outil dont je n'ai pas l'impression qu'il ait infiniment convaincu les acteurs qui l'ont exploité, pas plus que les acteurs qui l'ont mobilisé. Mais mon point étant plutôt de dire, c'est quand même compliqué de séparer la question des subventions de la question des fonds propres dans ce domaine-là également. Alors qu'aujourd'hui, intellectuellement, c'est quand même un petit peu comme ça que les États raisonnent et la Commission aussi. Or, à partir du moment où on a des acteurs émergents qui vont faire appel à des marchés de capitaux, et on a un problème de marché de capitaux en Europe patent sur un certain nombre de choses, c'est tout de même un peu compliqué, me semble-t-il, intellectuellement, à partir du moment où on a considéré, où on est convaincu qu'il est compliqué de résoudre la question, d'interpréter, d'analyser la question des subventions sans prendre en compte la question des fonds propres, il ne faudrait pas refaire la même erreur en matière d'innovation dirigée. Je pense qu'on est tout droit en train d'aller dans cette direction-là, y compris dans le rapport Draghi, quelles que soient les qualités que, à titre personnel, je trouve à ce rapport, ou sur la partie des fonds propres,
Ce qui est suggéré, c'est essentiellement faisons confiance au FEI. Si je caricature un peu trop, pardon, mais voilà. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement suffisant si on veut articuler des propositions de politique industrielle et d'innovation dirigée. Et je pense que j'ai aucune solution, c'est pas du tout ce que je ferais suggérer. Je pense simplement que la manière de former, la nature des réponses dépend de la manière de formuler la question. Et je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que la question peut être reformulée, y compris aujourd'hui à Bruxelles. J'y étais la semaine dernière où avec l'association, une sorte de Champions League des incubateurs européens que j'ai eu le plaisir de cofonder il y a 2 ans. Nous avons été reçus par Madame von der Leyen, puis l'après-midi par la nouvelle commissaire désignée aux startups. Pour l'instant, je pense que nous sommes, j'espère que ça ne sera repris dans aucun compte-rendu, ni vidéo, ni autre, un peu sur notre fin. Et ça sera mes mots de la fin. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la première question, qui est toujours la plus difficile ? En général, c'est Eric, mais que je remercie de faire cet exercice de manière systématique. D'abord, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Il y a un point commun, me semble-t-il, dans l'ensemble de ces interventions. D'une part, vous avez bien signalé que, en réalité, l'outil de la subvention, on ne peut pas le distinguer d'autres outils complémentaires. Alors, les mécanismes de marché, que ce soit les marchés financiers dans le cas des startups et les marchés énergétiques ou les marchés de certificats, enfin bref, dans le cas de la transition énergétique. Mais il y a un autre point commun, en fait, c'est que vous avez tous focalisé complètement la question autour, en fait, de la manière dont Bruxelles, pour le dire simplement, enfin la Commission, aborde cette question de la subvention. En fait, finalement, avec cette question de définir des critères a priori, des mécanismes en fait qui sont pas du tout fondés, alors qui sont fondés sur des analyses a priori, on va le dire. Les mécanismes sont construits a priori à partir d'un raisonnement sophistiqué à chaque fois, mais en réalité, Pierre Jérémy notamment a insisté là-dessus. En fait, il n'y a jamais d'évaluation ex post de l'efficacité de ces outils. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi il n'y a pas cette évaluation ex post ? Est-ce que de votre point de vue, c'est juste un problème de capacité de la Commission ? La Commission, finalement, est une toute petite bureaucratie qui n'a pas beaucoup de capacité technique, comparée aux États, à celle de certains États membres, typiquement la France ou l'Allemagne, etc. Évidemment, les petits États membres n'ont pas ces capacités, mais la Commission, finalement, elle a la bureaucratie d'un petit État pour une grande fédération. Ou alors est-ce que c'est parce que de toute façon, en réalité, la Commission n'a aucun mandat pour le faire, seuls les États membres ont un mandat pour le faire, et en fait, ils ne veulent pas que ça soit fait parce que ça leur laisse des marges de manœuvre pour de la négociation au cas par cas sur chacune de leurs politiques publiques. Alors, je vais répondre un petit peu à côté de la question. Alors... Déjà, Alors déjà, il y a un premier point et qui rebondit sur le propos très juste de M. Dahl, et qui rebondit aussi sur ce que j'ai dit sur les États-Unis. Il y a une manière de faire des subventions. En fait, la Commission aime bien effectivement se rassurer sur le fait que c'est audité et qu'on sait comment l'argent est dépensé, avec des auditeurs qui à la fin récupèrent très peu d'impôts. Aux États-Unis, ils se sont rappelé une chose, c'est que quand on veut aider des gens et vérifier qu'ils ne récupèrent pas des aides publiques indûment, l'histoire de l'humanité a heureusement inventé quelque chose qui s'appelle l'impôt. Et pour qu'il y ait des impôts, il y a des contrôleurs des impôts qui sont là pour vérifier que quand on bénéficie d'une déduction ou d'une exemption ou d'un taux réduit, on l'a fait à juste cause. Quelque part, contrôleur fiscal, c'est le 2e plus vieux métier du monde. Et je pense que c'est très sage en fait, de s'appuyer sur la chaîne de contrôle fiscal pour vérifier que les aides sont correctement délivrées. Et à mon avis, c'est une des 2 raisons pour lesquelles dans l'IRA, et plus généralement assez récemment dans l'ensemble de la mécanique d'octroi d'aide d'État par le gouvernement fédéral,
Aux États-Unis, ça passe beaucoup par des systèmes d'equity tax credit, c'est-à-dire de crédit d'impôt transférable. C'est parce qu'on peut vérifier ex post, on peut délivrer l'argent très vite, de manière très opérationnelle, très lisible pour les acteurs. Le décaissement se fait très vite. Et puis ensuite, est-ce que vous avez ou pas, à juste titre, obtenu l'impôt? On vérifiera ça dans des contrôles fiscaux. Après tout, c'est le métier d'un contrôleur fiscal comme un autre. Il y a un parallèle en France sur une catégorie d'aide dont, à titre personnel, je trouve qu'elle fonctionne très bien, c'est le CIR. Le CIR, ça fonctionne exactement comme ça. C'est un très bel objet et surtout, il faudrait le préserver. Donc ce sera un des débats intéressants du prochain PLF. Voilà. Mais on a su en France inventer un mécanisme qui fonctionne comme ça et qui fonctionne plutôt pas mal. Après, est-ce que l'absence d'évaluation ex post est un problème de capacité? Bon, à titre personnel, je pense que j'espère que c'est un pari d'organisation des politiques publiques de se dire que la vraie boucle de rétroaction qui assure que l'argent public est correctement dépensé, c'est le suffrage. Et que globalement, si l'argent de l'impôt, qui quand même pour rappeler la définition... Est-ce que vous connaissez la définition d'un impôt en droit européen? C'est très intéressant. Un impôt, c'est une charge pécuniaire unilatéralement imposée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous prend de force. Si vous le donnez de votre plein gré, ce n'est pas un impôt. Voilà. Donc que cet argent qui est donc pris de force, il est correctement dépensé pour votre bien-être. Et donc quelque part, c'est censé être ça, la vraie boucle de rétroaction qui vérifie que les aides sont correctement utilisées et qu'elles produisent les effets attendus. Après, voilà, chacun est juge de ce qu'il fait dans les urnes, quoi. Après, dans les mécanismes de contrôle, on a aujourd'hui quand même une subtilité de la Commission européenne, qui est les clauses par exemple de clawback. La Commission européenne de plus en plus associe les aides à des sortes d'avances remboursables, ou en tout cas à des dons d'argent, si je puis dire, mais qui pourraient justifier un retour à la Commission elle-même si d'aventure la profitabilité tirée de ces aides était supérieure à un certain montant. Donc ça atténue un tout petit peu notre propos initial, je pense. Juste pour compléter, par rapport aux autres types de subventions qui ont été évoqués, à savoir tous les mécanismes extra-budgétaires, qui du coup sont beaucoup plus diffus dans leur prélèvement, puisque ça concerne l'ensemble des consommateurs, particuliers ou professionnels, pour certains d'entre eux. Là, les contrôles existent, mais compte tenu de la complexité de ces marchés, on peut parler des C2E ou d'autres, compte tenu du caractère très nombreux des intervenants, des acteurs qui tirent plus ou moins directement bénéfice de ces marchés, les contrôles existent, mais en général, quand on découvre des fraudes, et il y en a beaucoup, elles sont découvertes des années après que les fraudes aient pu avoir lieu. Donc là-dessus, il y a quand même, je pense, une moindre efficacité, me semble-t-il, de la boucle de rétroaction sur ces sujets-là, que lorsque c'est l'État ou une entité publique qui verse directement de l'argent, où là, on a un objet précis, avec des projets qui sont associés à une subvention, qui sont par nature plus facilement contrôlables ou auditables, que lorsque on est face à des instruments dont l'application est beaucoup plus diffuse. Donc ça crée aussi ce type de sujet, ce type de difficultés intrinsèques, et aussi des sujets de contrôle de marché, puisque ça crée en général des marchés sous-jacents qui sont peu liquides et peu transparents. Ce que je peux ajouter sous un autre angle, c'est quand même cette question de la métrologie. Parce que, au comité de surveillance de France 2030, je voulais clarifier ça, on n'intervient pas dans le choix des projets qui sont soutenus. Au contraire, on s'est même interdit de connaître aucun dossier particulier. Par contre, on intervient sur l'évaluation. Donc, c'est compliqué. Et je vais faire un aveu, j'aime bien les contrefactuels, en fait. Mais construire des contrefactuels qui fonctionnent sur un certain nombre de choses, etc., c'est pas souvent qu'on arrive à construire un contrefactuel avec lequel on arrive à faire ex post une mesure d'impact, etc. Donc, qu'on continue à essayer de le faire me semble être infiniment souhaitable. Je pense que c'est nécessaire, je ne pense pas que ce soit suffisant. L'approche du comité de surveillance de France 2030, et je le dis d'autant plus facilement que c'était sous l'inspiration et l'action intensive de Patricia Barbizet, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé l'évaluation in itinere.
C'est-à-dire qu'on soit capable, pendant le déroulement des actions, parce que souvent c'est des actions qui prennent des années, d'avoir un minimum de suivi. Dans des entreprises, je pense qu'on n'appellerait pas ça évaluation itinérée, on serait beaucoup plus terre à terre, on appellerait ça tableau de bord sur un certain nombre de choses. Tableau de bord et un peu plus si affinité. Et je pense qu'on est en train d'aller dans cette direction-là, sur les tableaux de bord à coup sûr, évidemment. Mais je ne pense pas non plus que ce soit complètement suffisant. Je pense qu'il faut des analyses de niveau intermédiaire entre le tableau de bord et le contrefactuel. Je pense que c'est des choses qui sont seulement en train de s'inventer dans beaucoup de domaines. Et en te répondant ça, Eric, je sais qu'a priori on va être d'accord, notamment parce qu'on a des techniques de data science qu'on peut mobiliser. Donc je ne veux surtout pas faire de la data science la balle en argent qui va résoudre ces problèmes, mais c'est vrai que l'accès aux données et la capacité à les mobiliser avec plein d'outils dont l'économétrie fait partie, mais pas que, etc., je pense que ça ouvre quand même un horizon pour éclairer l'évaluation in itinérée. Juste pour dire, en tout cas, dans des situations concrètes dont j'ai été amené à connaître, c'est quand même assez impressionnant comme on peut avoir un paysage de ce qui est en train de se passer qui ne mérite certainement pas le prix Nobel d'économie, c'est sûr, contrairement à certaines techniques contrefactuelles, mais qui va quand même rapidement et de manière efficace éclairer l'action pendant qu'elle est en train de se produire. Et je ne suis pas sûr que ce genre d'analyse soit aujourd'hui faite d'une manière standard, dans plein d'endroits qui seraient susceptibles de le faire sans coût gigantesque, parce qu'à partir du moment où les outils sont mis au point, en fait, voilà, je pense que c'est plutôt une question d'évolution culturelle et RH et de ce genre de choses. Mais c'est probablement, enfin, moi j'appelle de mes voeux le fait qu'un certain nombre d'administrations et d'acteurs se dotent de ces capacités-là dans les 5 ou dans les 10 ans qui viennent. Oui, j'ai 3 questions même. La première, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de taxonomie. Et ça va peut-être devenir une obligation pour beaucoup de l'industrie et institutions financières à partir de 2025. Pardon. Et donc, du coup, ma question, c'est de savoir, en fait, parce que vous avez parlé justement de GNL, je crois que, justement, ça rentre pas encore ça rentre pas dans le champ de taxonomie. Et également tout ce qui est, certificat sur biométhane, on calcule aussi, l'alignement à taxonomie aujourd'hui. Donc, du coup, c'est de savoir, en fait, est-ce que vous pensez que dans le futur, la subvention, on fait aussi un lien avec le sujet de taxonomie prochainement? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que je ne connais pas suffisamment la définition de subvention, parce que pour moi, il y a subvention et dotation. J'ai cru comprendre que la dotation, ça ne rentre pas dans le sujet d'aide d'État. Alors, subvention, oui. Donc, du coup, j'aimerais juste avoir une explication sur ce côté-là que je ne maîtrise pas vraiment. Et également, comme je travaille pour une banque, en fait, pour intérêt général, en fait, quand on prête l'argent aussi, on calcule tout ce qui est ESP pour savoir, est-ce qu'on peut obtenir le régime d'exemption sur la chose. Donc, du coup, ça veut dire, en fait, c'est que à partir de l'année dernière, ou 2022, on commence à vraiment regarder le sujet de l'aide d'État, sachant qu'avant, c'était pas, en termes de taux, c'était pas forcément compétitif, etc. Mais donc, du coup, c'est pour savoir aussi, est-ce que finalement, ce sujet de l'aide d'État, il y a un aspect temporalité. Et du coup, en fait, est-ce qu'on peut, en termes de secteur, on peut profiter au moment en fait, on n'est pas forcément compétitif pour pouvoir développer les activités et au lieu de moments en fait quand on est compétitif. Donc du coup, je ne sais pas si c'est suffisamment clair mes questions. Oui, sur la première question. Aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la taxonomie européenne et l'octroi des aides d'État.
et en tout cas les lignes directrices aide d'État de la Commission. Et tout simplement parce que c'est des compétences distinctes. Il y a une indépendance des législations. La taxonomie, elle existe dans le monde de la régulation financière. C'est un étiquetage vert de produits financiers. Alors que le cadre aide d'État, lui, il existe dans la compétence aide d'État de la Commission sous un autre article. Donc l'un et l'autre n'interagissent pas. Néanmoins, il est très clair que dans l'esprit de la Commission, à terme, il y a l'intention de s'appuyer sur les critères de durabilité qui sont dans la taxonomie et dans les actes délégués du règlement taxonomie pour du coup pouvoir par exemple faciliter l'analyse a priori des aides d'État. Ça, je pense que c'est clairement une intention qu'ils ont. Et en tout cas, c'était quelque chose qui était redouté par les États membres au moment où le règlement taxonomie a été négocié et surtout ces actes délégués. Et pour prendre un exemple, c'est une des raisons pour lesquelles la France s'est autant battue sur l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. C'était certes parce qu'il y a un enjeu de coût du capital quand on fait du nucléaire, puisque c'est très intense en capital, et donc pouvoir qualifier le capital mis dans le nucléaire comme étant vert, ça facilite l'accès à davantage de fonds à des taux plus bas, et donc ça réduit le coût du mégawattheure. Ça, c'est l'argument d'ordre 1, mais il y avait un argument d'ordre 2 qui était qu'on avait peur qu'à terme, la Commission recycle les critères de la taxonomie dans l'octroi des aides d'État pour bloquer des aides d'État au nucléaire. Et donc il y avait un mélange des deux qui nous a conduit à être assez âpres dans cette discussion. Et après, sur la définition entre une subvention, sur la différence entre une subvention et une dotation, alors moi j'ai en tête que les dotations, c'est quand en fait que la subvention elle est conditionnée à l'atteinte ou à la réalisation d'un objectif précis, alors que la dotation elle peut être beaucoup plus générale et qu'elle n'est pas que par ailleurs elle n'est pas nécessairement le fait d'une entité publique. Enfin, par exemple, l'argent que l'État donne aux collectivités locales, c'est des dotations, ou aux universités d'ailleurs, et et quand on donne de l'argent à une entreprise privée, c'est une dotation de fonds propres. On dira, alors qu'une subvention, c'est quand c'est une entité publique qui donne de l'argent à quelqu'un en échange de la réalisation de certaines actions précises et pas pour son fonctionnement général. Enfin, je pense que ça serait à peu près ça la nuance, mais... Parce que la dotation, c'est vraiment un terme budgétaire, c'est une partie du budget qui est consacrée à un thème en général, une dotation pour faire ceci et cela dans les budgets des collectivités locales, par exemple, et je pense que c'est bien ça la différence. Mais du coup, si jamais on qualifie dotation, il n'y aura plus le sujet de l'aide d'État, en fait. Mais est-ce que c'est facilement parce que c'est pas le même objet, en fait. Ouais, c'est pas le même objet. Il n'y a pas forcément de perméabilité entre les deux objets. Et pour peut-être rebondir ou compléter sur votre question sur les sujets par rapport à la taxonomie et par rapport à tout ce qui existe, tout ce qui est en train de se développer sur les caractérisations vertes, décarbonées, bas carbone de certains types de certificats. Vous avez parlé de biométhane ou de bio-GNL, en reprenant mes propos précédents. Ces caractérisations-là ne sont pas liées à la taxonomie, mais aux caractéristiques imposées par les directives RED 2, RED 3, qui définissent la façon de caractériser le contenu carbone de certains vecteurs énergétiques, dont le biométhane ou d'autres vecteurs. Donc, il n'y a pas forcément de correspondance toujours très directe entre effectivement les différents règlements ou directives, ce qui génère effectivement beaucoup de complexité et une assez faible lisibilité in fine dans la façon dont la décarbonation ou la transition énergétique peut se traduire dans les différents types de reporting des entreprises ou des financements. Effectivement, ça génère beaucoup de complexité. Je vous l'accorde. Donc, il n'y a pas de réponse très simple à votre question. Je le crains. Est-ce que vous pensez qu'on peut profiter à un moment, en fait, ça ne représente pas aide d'État, parce que finalement, en fait, pour calculer en fait, on calcule l'ESP pour savoir est-ce que c'est positif ou négatif, et au moment, est-ce que ça représente une compétitivité ou pas. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ma question. En fait, parce qu'en fait, nous, quand on octroie les prêts, par exemple, en fait, on dit d'abord une activité. Est-ce qu'il y a est-ce que ça représente une activité commerciale? Et après, en fait, de qualifier. En fait, on calcule un ESP pour savoir si c'est positif ou négatif, pour savoir par rapport au marché, est-ce que sur le moment on est compétitif ou pas.
Si le calcul est positif, ça veut dire qu'on est compétitif par rapport au marché sur le moment. Mais sachant que ce calcul, si on le fait en 2022, peut-être c'était négatif. Donc du coup, selon moi, c'est qu'il y a une temporalité pour dire que est-ce que l'activité il est compétitive ou pas. Mais du coup, ça veut dire en fait, on peut qualifier une activité comme compétitive, par exemple cette année, et ce n'était pas le cas de 2022. Mais du coup, est-ce qu'on peut profiter de cette situation, par exemple dans le cas de 2022, pour faire beaucoup de choses, parce que c'était considéré comme non compétitif, donc il n'y a pas de sujet d'aide d'État en fait. Enfin, ouais, peut-être c'est pas suffisamment. Il y a toujours un sujet d'État dès lors que l'argent est versé et qu'il distord. Et donc même si on aide une entreprise qui aurait sinon été non compétitive à rester à flot, c'est une aide d'État. Et en fait, la manière dont le cadre européen regarde cette question-là et le fait que la situation économique, elle varie d'année en année, et donc que quelque chose qui aurait simplement aidé une entreprise à survivre une année, une autre année peut générer un effet d'aubaine et une rente de situation, bah, c'est géré par les questions d'incitativité de l'aide et de proportionnalité dans les grilles de lecture de la Commission, et c'est ça qui conduit notamment aux clauses de clawback qu'évoquait Christine. C'est des clauses dans lesquelles, ben, si le versement de l'aide sur une année conduit finalement à générer un taux de profit qui est jugé excessif, ben, une partie de l'aide doit être rendue pour maintenir justement un taux de rentabilité de l'activité qui est cohérent avec ce qu'auraient ses concurrents dans une situation contrefactuelle. Évidemment, c'est très théorique, puisque comme le disait très bien Jean-Michel, les contrefactuels, ils sont jolis sur le tableau blanc, et puis après, dans la réalité, il se passe plein d'autres choses. Donc d'abord, merci beaucoup à nouveau aux trois intervenants et à Christine pour l'animation de ce débat. Les prochains rendez-vous de la chaire, ce sera le 18 novembre après-midi, où on aura une conférence dans le cadre des Dauphine Digital Days, sur la mise en œuvre des règlements européens sur le numérique, avec la question de savoir si ces règlements ont été bien pensés en matière d'implémentation, puisque l'ensemble de ces règlements vont être mis en œuvre par une constellation, pour le dire gentiment, d'autorités avec donc à la fois qui vont avoir des compétences nationales et des compétences sur chacun des morceaux de règlement, et donc ce qui va impliquer beaucoup de coordination entre ces autorités. L'événement suivant aura lieu le lendemain matin, donc le 19 novembre. Et là, on aura une conférence co-organisée avec le Club des régulateurs et le Network of Economic Regulators de l'OCDE. Et là, on abordera la question du rôle des régulateurs dans la décarbonation. Alors, dans l'énergie, évidemment, c'est assez évident, mais justement, on abordera aussi le rôle des régulateurs, par exemple, des communications électroniques ou le rôle des régulateurs du transport, qui, de plus en plus, ont un mandat autour de la question de la décarbonation. Voilà, merci beaucoup à nouveau et à très bientôt lors de nos prochains rendez-vous. Au revoir.